On a découvert à cette époque que Terry Bollea, alias Hulk Hogan, souffrait de graves problèmes de santé. Lorsque Hulk Hogan a été retrouvé mort dans sa villa de Floride, le monde a cru à la fin d'une légende du catch. La suite a stupéfié tout le monde. Derrière le rapport officiel d'infarctus, les enquêteurs ont commencé à découvrir des détails incohérents, une salle de sport apparemment intacte, un système de sécurité désactivé de l'intérieur et une pièce secrète murée au sous-sol. Et un coup de téléphone 3 jours plus tôt qui avait visiblement ébranlé l'un des hommes les plus intrépides du sport. Ce que le FBI a découvert a soulevé des questions auxquelles personne ne s'attendait. Le matin qui a mis fin à la Hulkamania. Le matin du 24 juillet 2025, la nouvelle est tombée de Clearwater en Floride. L'icône du catch Hulk Hogan de son vrai nom, Terry Gene Bollea, a été retrouvé inanimé à son domicile. Il avait 71 ans. L'alerte a été donnée par un appel d'urgence paniqué signalant un arrêt cardiaque. Les secours sont arrivés au manoir et ont immédiatement entrepris une réanimation. Les ambulanciers ont tenté de relancer son cœur. Toutes leurs tentatives ont échoué. À 11h17, les médecins de l'hôpital Morton Plant ont constaté son décès. Pour les fans du monde entier, c'était une fin que personne n'avait imaginée pour celui qui avait incarné la puissance, la résilience et une énergie hors du commun. Les premiers rapports sont arrivés rapidement. Le médecin légiste a confirmé que la cause du décès était un infarctus aigu du myocarde, une crise cardiaque soudaine et catastrophique. La mort a été qualifiée de naturelle. Pour la plupart des gens, cela semblait être la conclusion logique. Hogan avait plus de 70 ans. Son corps avait enduré des décennies de violence professionnelle, une vie entière à affronter des géants sur le ring, des voyages incessants et plus d'une vingtaine d'opérations chirurgicales. Le bilan était bien documenté, mais l'histoire était plus complexe qu'une simple insuffisance cardiaque. Ses antécédents médicaux comportaient des éléments qui ont permis de mieux comprendre la situation. Hogan vivait discrètement avec une leucémie, une grave maladie du sang, ainsi qu'avec une fibrillation auriculaire, une affection caractérisée par des battements cardiaques irréguliers et imprévisibles. Ces 12 affections augmentent considérablement le risque d'arrêt cardiaque soudain. Elle dressait le portrait d'un homme menant des combats graves, largement invisibles, derrière l'image publique de quelqu'un qui continuait d'assister à des événements et de sourire aux caméras. Pourtant, son décès ne s'est pas résumé à une simple histoire de déclin naturel. On l'avait aperçu à l'entraînement peu de temps avant sa mort. Ses amis disaient qu'il avait meilleure mine que depuis des années. Son épouse Sky Daly soulignait souvent qu'il s'était mis à la méditation, à une alimentation saine et à des séances d'entraînement quotidiennes. Il semblait avoir trouvé une sorte d'équilibre dans ces dernières années, loin du chaos qui avait marqué une grande partie de sa jeunesse. Cela rendait sa fin abrupte d'autant plus difficile à accepter. Les policiers arrivés les premiers au manoir remarquèrent plus que le corps de Hogan. Quelque chose dans la scène leur parut étrange. Compte tenu de ces observations et de l'identité de Hogan, ils décidèrent que l'affaire nécessitait un examen plus approfondi. Le service de police de Clearwater mena de nombreux interrogatoires de témoins et rassembla son dossier médical. Tout en acceptant les conclusions du médecin légiste, ils ont également souligné ce qu'ils ont qualifié de caractère exceptionnel des circonstances. Il ne s'agissait pas du décès d'un citoyen lambda, mais de la mort de l'un des athlètes les plus célèbres de la planète. Et toute question restée sans réponse pouvait rapidement prendre des proportions démesurées. Cette décision a entraîné l'intervention des autorités fédérales. Le FBI a été discrètement impliqué dans l'enquête non seulement pour confirmer les conclusions médicales, mais aussi pour examiner toute irrégularité constatée sur les lieux. Pour une mort officiellement qualifiée de naturelle, ce n'était pas une procédure habituelle. Cela a immédiatement suscité des interrogations. Derrière le flot d'hommages et les déclarations officielles, une version parallèle se dessinait déjà, une version alimentée par des questions persistantes. Pourquoi la scène était-elle décrite comme inhabituelle? Pourquoi les agents fédéraux ont-ils ressenti le besoin d'enquêter plus en profondeur sur ce qui semblait être un décès naturel? Et qu'ont-ils réellement découvert à l'intérieur de cette demeure, la salle de sport impersonnelle et les alarmes silencieuses? Lorsque les enquêteurs fédéraux sont entrés chez Hulk Hogan, l'un de leurs premiers arrêts a été la salle de sport. C'était son sanctuaire. Ses proches le décrivaient comme le seul endroit qu'il n'a jamais négligé.
Rempli d'haltères de machines et de souvenirs de sa carrière, c'était un lieu où il revenait même dans ses dernières années, déterminé à préserver la force physique qui lui restait. Le matin de sa mort, la pièce ne ressemblait en rien à un lieu fréquenté récemment. La salle de sport était d'une propreté presque surnaturelle. Les surfaces étaient lustrées. Les haltères étaient parfaitement rangés. Les tapis de sol ne portaient aucune trace d'utilisation récente. Pas de bouteille d'eau, pas de serviette, aucune de ces petites traces qui s'accumulent généralement lors d'un entraînement. Pour un homme dont la routine quotidienne comprenait, semble-t-il, des séances d'entraînement régulières, l'état impeccable de cette pièce était immédiatement remarquable. Les enquêteurs ont constaté que l'endroit ressemblait moins à un espace d'entraînement actif qu'à un lieu délibérément mis en scène, nettoyé et arrangé avant l'appel au service d'urgence. L'attention s'est alors déplacée de la salle de sport vers la sécurité générale de la maison. Hogan avait investi des sommes considérables dans la protection de sa propriété. Le système comprenait plusieurs caméras, des détecteurs de mouvement et des dispositifs de sécurité de secours conçus pour empêcher toute tentative de sabotage. Il était connu pour être très soucieux de sa vie privée. Les enquêteurs s'attendaient donc à trouver des enregistrements numériques détaillés, notamment des relevés de ses déplacements dans et autour de la maison dans les heures précédant sa mort. Ce qu'ils ont découvert était tout autre. L'ensemble du système de sécurité avait été désactivé manuellement depuis l'intérieur du bâtiment. Il ne s'agissait pas d'une coupure de courant ni d'un dysfonctionnement technique. Quelqu'un s'était rendu au panneau de commande et l'avait désactivé délibérément. Cette découverte était importante car elle nécessitait de connaître la configuration du système et les codes d'accès permettant de le contourner. Parallèlement, aucune trace d'effraction n'était visible dans la maison. Les portes et les fenêtres étaient intactes. Rien ne laissait supposer qu'un intrus s'était introduit par effraction. Les seules explications logiques étaient que Hogan avait lui-même éteint le système ou qu'une personne de confiance l'avait fait à sa place. L'affaire a été confiée à des spécialistes fédéraux en criminalistique. Le FBI a déployé des équipes spécialisées dans la cybercriminalité et l'analyse numérique chargée d'examiner les éléments. Chaque élément du réseau de sécurité et de la configuration de maison intelligente de Hogan est enregistré. Ces systèmes conservent des journaux des enregistrements, des moments où les caméras sont allumées ou éteintes, où les alarmes sont armées ou désarmées et de tout changement effectué. En reconstituant cette chronologie, les enquêteurs espèrent établir qui contrôlait la maison pendant les heures critiques précédant la découverte de Hogan. Ils ont également examiné ses appareils domotiques, thermostats, systèmes d'éclairage et fonctionnalités automatisées pouvant révéler la présence de quelqu'un dans un espace. Dans les maisons modernes, ces détails ont une réelle valeur probante. Un simple mouvement de la lumière, comme s'il s'allume ou s'éteint, peut suffire à situer une personne dans une pièce précise à un moment précis. Malgré tout, les preuves numériques n'ont pas permis d'apporter de réponse définitive. Le système de sécurité avait indéniablement été désactivé, mais les enregistrements n'ont pas permis d'identifier la personne responsable. Aucun accès non autorisé depuis l'extérieur de la maison n'a été détecté. Les données indiquaient la présence physique d'une personne, soit Hogan lui-même, soit une autre personne qui se trouvait là avec lui. Alors que les équipes médico-légales poursuivaient l'analyse des preuves électroniques, elles savaient que la prochaine étape consistait à examiner les communications personnelles de Hogan. La raison de ces découvertes inhabituelles ne résidait peut-être pas dans les appareils présents à son domicile, mais dans les conversations qu'il avait eues dans les jours précédant sa mort. L'appel énigmatique qui a bouleversé Hogan. Alors que les enquêteurs retraçaient les derniers jours de Hulk Hogan, un détail a émergé qui détonnait de tout le reste. 3 jours avant sa mort, tard dans la nuit, Hogan a reçu un appel téléphonique qui semblait l'avoir profondément perturbé. Ceux qui se trouvaient dans la maison à ce moment-là se souviennent que ce n'est pas ce qu'il a dit pendant l'appel qui les a marqués, mais plutôt son expression après. Son épouse Sky Daly a déclaré plus tard aux enquêteurs qu'elle ne l'avait jamais vu réagir ainsi. Hogan n'était pas du genre à montrer facilement sa peur. Sa carrière dans le monde du catch professionnel l'avait obligé à gérer la pression et à afficher son calme en presque toutes les situations. Mais après qu'il eut raccroché, elle décrivit son expression comme celle d'une peur authentique,
chose qu'elle dit n'avoir jamais vue durant tout le temps qu'ils avaient passé ensemble. Il n'a pas expliqué ce qui avait été dit. Il s'est tu. Et ce silence de la part d'un homme d'ordinaire si loquace et expressif lui a fait comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. Les enquêteurs ont rapidement établi que l'appel n'était pas habituel. Les équipes de criminalistique numérique ont tenté d'en retracer l'origine, mais les investigations ont révélé d'importants efforts pour le dissimuler. L'appel avait transité par plusieurs serveurs situés dans différents pays. À chaque fois que les enquêteurs suivaient le signal, celui-ci redirigeait vers un autre point de la chaîne. Remonter à sa véritable source s'avérait quasiment impossible. Un tel niveau de complexité était inhabituel. L'acheminement d'un appel via des serveurs internationaux, une technique impliquant des proxys et des réseaux de relais, nécessitait à la fois une sophistication technique et une intention délibérée. L'auteur de l'appel souhaitait rester anonyme. Le FBI a envisagé plusieurs hypothèses. Il pouvait s'agir d'un avertissement. Il pouvait aussi être lié à une tentative d'extorsion, quelqu'un faisant pression sur Hogan au sujet d'informations privées. Une troisième possibilité concernait des informations sensibles que Hogan aurait pu détenir, bien qu'aucune preuve tangible ne vienne étayer cette hypothèse à l'époque. Les enquêteurs s'accordent sur un point, l'appel n'était pas accidentel. Il avait été planifié, dissimulé, et avait laissé des traces indélébiles sur son destinataire. Selon Sky Daily, Hogan a très peu parlé durant la conversation. Il a brièvement évoqué la conversation avant de raccrocher. Pour quelqu'un connu pour son expressivité, la brièveté des propos suggérait qu'il n'avait pas besoin de réponse, qu'il en avait immédiatement saisi le sens et que cette compréhension le pesait. Le moment choisi lui conférait une signification particulière. 3 jours avant sa mort, sa vie semblait stable. Il se remettait d'une opération, maintenait ses habitudes et passait du temps en famille. Rien dans son emploi du temps ne laissait présager un quelconque trouble. L'apparition soudaine d'un appel tardif et fortement dissimulé dans la nuit contrastait fortement avec ce contexte. Le contenu de cet appel reste classifié. Ce qui est clair, c'est qu'avant, Hogan était calme et serein. Après, son entourage a remarqué un homme qui portait un fardeau qu'il ne portait pas la veille. Une famille déchirée, une paix brisée. Derrière la gloire de la carrière de Hulk Hogan se cachait une vie privée marquée par la tension, la déception et des relations compliquées. Pour les enquêteurs fédéraux qui tentaient de comprendre si un proche avait joué un rôle dans sa mort, ses antécédents familiaux sont devenus l'un des aspects les plus minutieusement examinés de toute l'enquête. De son premier mariage avec Linda Claridge sont nés 2 enfants, Brooke et Nick, et pendant des années, ils ont incarné l'image d'une famille américaine stable. L'émission de télé-réalité Hogan Knows Best, diffusée en 2005, a renforcé cette image auprès de millions de téléspectateurs. À l'écran, Hogan incarnait le père fier et présent conciliant sa célébrité dans le monde du catch et sa vie de famille. La réalité était plus complexe. En 2007, des rumeurs d'infidélité ont circulé. Une femme proche de Brooke a affirmé avoir eu une liaison avec Hogan, ce qu'il a nié. Le mariage a néanmoins volé en éclats. Linda a demandé le divorce la même année, mettant fin à 24 ans de vie commune. La séparation fut publique et douloureuse. Les accusations fusèrent de part et d'autre. Hogan admit plus tard avoir souffert d'une grave dépression et avoir envisagé de mettre fin à ses jours durant la période qui suivit. Après plusieurs années difficiles, il s'est remarié avec Jennifer McDaniel en 2010 lors d'une cérémonie privée. Le mariage a duré plus de 10 ans avant de se terminer discrètement en 2021. Contrairement au premier divorce, il est passé relativement inaperçu, mais il s'inscrivait dans une tendance. La vie personnelle de Hogan a rarement connu une paix durable. Son 3e mariage a eu lieu en 2023 avec Sky Daily, une professeure de yoga. Leur relation a évolué rapidement avec des fiançailles qui ont surpris certains de ses proches. Mais les amis qui passaient du temps avec eux ont remarqué le changement chez lui. Elle avait apporté la sérénité dans sa vie. Il la décrivait comme son pilier, celle qui l'aidait à se concentrer sur sa santé et à mener une vie quotidienne plus paisible. Malgré le scepticisme qui entourait leur relation, ceux qui le connaissaient s'accordaient à dire qu'il semblait sincèrement heureux durant ces dernières années. Ce bonheur n'était cependant pas partagé par tous les membres de sa famille. Sa fille Brooke était absente du mariage et avait gardé ses distances depuis un certain temps.
Leur relation était tendue depuis des années, endommagée par les scandales publics qui ont entouré le nom de Hogan, notamment la fuite d'un enregistrement très médiatisé. Brooke avait choisi de prendre ses distances avec les événements familiaux. Et même si elle parlait parfois respectueusement de son père en public, la distance entre eux était palpable. Cette distance s'est encore accentuée après sa mort. Des informations ont révélé que Brooke avait été déshéritée de Hogan avant son décès. Son fils Nick a été désigné comme unique héritier d'une fortune estimée à près de 5 millions de dollars. Cette décision a surpris de nombreux observateurs et a immédiatement soulevé des questions quant aux raisons de l'exclusion totale de Brooke. Certains y voyaient l'expression ultime de leur rupture. D'autres se demandaient si cela révélait des conflits plus profonds jamais résolus. Pour les enquêteurs, ce détail ne pouvait être négligé. Les conflits successoraux et les ressentiments financiers sont régulièrement considérés comme un contexte potentiel de décès inattendu. Bien qu'aucune preuve directe n'ait mis en évidence un acte criminel au sein de la famille, le fait qu'un enfant ait été complètement déshérité, tandis que l'autre recevait, tout constituait une menace qui méritait d'être examinée. Les antécédents de difficultés émotionnelles de Hogan ajoutaient une autre dimension à l'affaire. La dépression qu'il avait ouvertement décrite lors de son premier divorce, les pensées suicidaires qu'il avait admises dans des interviews, tout cela n'était pas du passé. Elles faisaient partie intégrante de son identité, et les enquêteurs savaient que les cicatrices émotionnelles pouvaient influencer ses décisions et ses relations longtemps après que les blessures semblent guéries. La dynamique familiale à elle seule ne pouvait expliquer tout ce que l'enquête avait mis au jour. La couche suivante pointait vers le corps même de Hogan et une opération chirurgicale pratiquée quelques semaines seulement avant sa mort. Opération Rumeur et un corps fragile. À l'âge de 70 ans, le corps de Hulk Hogan avait accumulé les dommages d'une vie entière. Il avait été l'un des athlètes les plus exigeants physiquement de son époque, portant des adversaires énormes, encaissant des atterrissages brutaux soir après soir, voyageant sans relâche pendant des décennies. Cette existence a nécessité plus d'une vingtaine d'interventions chirurgicales, notamment au dos, aux hanches, aux genoux et aux épaules. Hogan avait parlé ouvertement des conséquences de ces opérations, décrivant des interventions au dos qui l'avaient temporairement empêché de marcher. Chaque intervention lui permettait de rester fonctionnel, mais ajoutait de nouvelles couches de vulnérabilité à un corps déjà poussé au-delà de ses limites naturelles. La plus importante de ces opérations a eu lieu le 14 mai 2025, lorsque Hogan a subi une disectomie et une fusion cervicale antérieure à 4 niveaux connus médicalement sous le nom d'ACDF. Les chirurgiens ont retiré les disques endommagés de la colonne cervicale et fusionné les vertèbres adjacentes afin de rétablir la stabilité et de soulager la pression exercée sur les nerfs rachidiens. Une arthrodèse à 4 niveaux concerne une portion beaucoup plus importante de la colonne cervicale qu'une intervention standard nécessite une période de convalescence plus longue et présente un risque de complications proportionnellement plus élevé. Pour un homme de 71 ans déjà atteint de leucémie et de fibrillation auriculaire, ces risques étaient considérables. Les spécialistes médicaux notent que l'arthrodèse cervicale antérieure, ACDF, sur plusieurs niveaux de la colonne vertébrale peut affecter le nerf phrénique. Le nerf qui part de la colonne cervicale traverse la poitrine et contrôle le diaphragme. En cas de lésion, un patient peut présenter une insuffisance respiratoire soudaine et sans signe avant-coureur. Le diaphragme cesse de se contracter, la respiration devient insuffisante et dans les cas graves, le cœur s'arrête. Certains témoignages postérieurs à la mort de Hogan ont suggéré que son nerf phrénique aurait pu être endommagé pendant l'opération, bien que cela n'ait jamais été officiellement confirmé. Après l'intervention chirurgicale, les rumeurs se sont rapidement répandues. L'animateur radio Bubba the Love Sponge a annoncé à son public que Hogan était dans un état critique et qu'il pourrait ne pas survivre. Son épouse Sky Daly a réfuté ces informations, affirmant qu'il n'était pas dans le coma, que son cœur était fort et qu'il progressait. Elle a qualifié les rumeurs de nuisibles et inexactes. Elle a affirmé que malgré la gravité de l'opération, l'évolution était positive. Dans les semaines qui ont suivi, Hogan a semblé confirmer cette version. On l'a vu sourire, rencontrer des fans et reprendre des entraînements légers à domicile. Une photo Largeman diffusée le montrait posant avec des sympathisants devant sa propriété de Clearwater, l'air alerte et en pleine forme.
son fils Nick a décrit son état de santé comme étant plus préoccupant qu'il ne l'avait été depuis des années. Ceux qui l'ont vu en personne ont dit qu'il semblait déterminé, voire optimiste, loin de l'image d'un homme en déclin physique. Pourtant, des complications suite à une chirurgie de la colonne cervicale à plusieurs niveaux peuvent survenir des semaines ou des mois après l'intervention, souvent sans signe avant-coureur évident. Lorsque les enquêteurs ont examiné la chronologie des événements après son décès, la question s'est posée, l'opération chirurgicale a-t-elle contribué à ce qui s'est passé? Si le nerf phrénique avait été endommagé, sa respiration aurait pu s'interrompre brutalement, provoquant l'arrêt cardiaque constaté par le médecin légiste. Un homme souffrant de fibrillation auriculaire préexistante, une affection où le cœur peine déjà à maintenir un rythme régulier court, un risque accru en cas de chute brutale de l'apport en oxygène. Cette possibilité signifie que son décès était potentiellement lié non seulement à un déclin physique naturel, mais aussi à une intervention médicale pratiquée moins de 3 mois auparavant. Sky Daily A depuis fait part de son intention de déposer une plainte pour faute professionnelle médicale, une démarche qui témoigne de l'importance qu'elle accorde à cette possibilité. Alors que cette question restait en suspens, les enquêteurs firent une autre découverte lors d'une seconde perquisition du manoir. Une découverte qui orienta l'enquête dans une direction que personne n'avait pleinement anticipée, la pièce secrète au sous-sol. Lors de la seconde perquisition au domicile de Hogan, les agents fédéraux ont découvert un élément qui a immédiatement changé la nature de l'enquête. Caché derrière ce qui semblait être une simple section de mur au sous-sol se trouvait une pièce dissimulée. Elle ne figurait dans aucun registre foncier déposé auprès du comté. Elle n'était mentionnée dans aucun permis de construire ni document de rénovation que les enquêteurs ont pu localiser. L'entrée avait été conçue pour se fondre dans la surface du mur environnant avec une telle précision que seule une recherche approfondie, en tapotant les murs et en vérifiant les mesures par rapport au plan, pouvait révéler l'anomalie. Il n'y avait ni poignée, ni charnière, ni jointe visible sur la surface extérieure. Elle s'ouvrait grâce à un mécanisme qui nécessitait une connaissance précise de son déclenchement. Pour y accéder, il fallait savoir qu'elle existait. À l'intérieur, les agents découvrirent un niveau d'organisation inattendu. Les dossiers étaient empilés et étiquetés avec précision agencée, de manière à suggérer un système établi et maintenu au fil du temps, plutôt que des documents stockés à la hâte. Ces documents comprenaient des communications personnelles, des relevés financiers, de la correspondance juridique et des documents médicaux. Certains documents faisaient une référence à des transactions commerciales et à des associés qui n'avaient pas été mis en évidence lors des phases précédentes de l'enquête. Plus significatif encore, certains documents portaient des dates aussi récentes que la veille de la mort de Hogan, indiquant que la pièce avait été consultée dans ces dernières heures et que ce qu'il y avait placé ou examiné avait compté pour lui jusqu'à la fin. Le contenu a immédiatement soulevé des questions. Certains dossiers étaient simples des dossiers médicaux des relevés financiers, mais d'autres laissaient entrevoir quelque chose de plus difficile à catégoriser. Des dossiers contenaient des références à des contacts et des communications qui ne correspondaient pas à l'image publique de Hogan en tant que lutteur retraité vivant tranquillement à Clearwater. Certains rapports non confirmés et traités avec prudence par les autorités fédérales laissaient entendre que certains dossiers pouvaient contenir des informations liées à des pressions extérieures ou à un potentiel chantage. La question de savoir si Hogan détenait ces informations pour se protéger ou si leur existence avait fait de lui une cible restait ouverte et profondément troublante. Le FBI est resté prudent quant aux informations qu'il a divulguées. Les autorités ont seulement confirmé que l'enquête était en cours et qu'aucune conclusion concernant un acte criminel n'avait été tirée. Les demandes de commentaires sur le contenu précis de la Chambre ont été entièrement refusées. Leur silence a alimenté les spéculations et les articles se sont rapidement répandus suggérant que la vie privée de Hogan était peut-être bien plus complexe que ne le laissaient entendre ses récentes apparitions publiques, celles d'un catcheur retraité en quête de paix. Pour sa famille, cette découverte a suscité des sentiments mitigés et difficiles à accepter. Ils aspiraient à des éclaircissements, mais l'existence d'une pièce cachée remplie de dossiers privés organisés, consultés récemment et dissimulés à tous compliquait leur compréhension d'un homme qu'ils croyaient connaître. La version de Hogan, qui semblait calme, sereine et en paix durant ces dernières années,
côtoyait désormais celle qui avait ressenti le besoin de construire et d'entretenir un espace secret que personne n'était censé découvrir. Ces deux versions étaient très difficiles à concilier. Un homme qui avait publiquement parlé de sa quête de paix intérieure, de sa vie simplifiée et de son souci de sa santé, avait en réalité conservé des archives secrètes à l'insu de ses proches. Le contenu de ces archives demeurant largement classifié, cette réconciliation restait hors de portée. L'héritage et les ombres persistantes. La mort de Hulk Hogan en 2025 a mis fin à l'une des carrières les plus brillantes de l'histoire du catch. Pour des millions de fans, il était bien plus qu'un simple catcheur. Il était l'incarnation même de la WWE durant les années 1980 et 1990. L'homme qui a popularisé ce sport et a fait du catch professionnel un sujet de conversation courant. Son célèbre body slam sur André le Géant à WrestleMania 3 reste l'un des moments les plus rediffusés de l'histoire du divertissement sportif. Même ceux qui ne suivaient pas le catch le reconnaissaient. Sa présence, ses répliques cultes, l'énergie débordante qu'il déployait dans tout ce qu'il faisait. Son influence s'étendait bien au-delà de son époque. Des artistes qui lui ont succédé comme Dwayne Johnson, John Cena et d'autres ont reconnu que la scène créée par Hogan avait rendu leur propre carrière possible. Le rayonnement mondial du catch professionnel d'aujourd'hui est directement lié à ce qu'il a contribué à créer. Les questions entourant sa mort, cependant, ne se sont pas résolues aussi clairement que son héritage. La cause officielle fut une crise cardiaque expliquée par une leucémie et une fibrillation auriculaire, ainsi que par les dommages physiques cumulatifs liés à sa carrière. Pour beaucoup, cela suffisait. Cela correspondait à ses antécédents médicaux. À 71 ans, son corps avait acquis sa fragilité. Pour d'autres, les détails qui ont émergé par la suite. Le système de sécurité hors service, la salle de sport impersonnelle, l'appel téléphonique confidentiel, la pièce cachée, ont dressé un tableau qui semblait aller au-delà d'une fin naturelle. Les poursuites judiciaires ont ajouté une autre dimension. Sky Daily a indiqué son intention de déposer une plainte pour faute professionnelle médicale arguant que l'opération de la colonne vertébrale qu'il a subie en mai 2025 pourrait avoir endommagé le nerf phrénique et contribué à l'insuffisance respiratoire qui a provoqué son arrêt cardiaque. Aucune décision de justice n'a encore confirmé cette allégation, mais la possibilité d'une erreur chirurgicale reste un élément important du débat. Sa succession évaluée à près de 5 millions de dollars est revenue intégralement à son fils Nick tandis que sa fille Brooke en a été exclue. Cette décision reflétait la nature conflictuelle de cette relation et a suscité l'attention des spécialistes des enjeux financiers liés au décès de personnalités. Les enquêteurs l'ont mentionné comme un élément de contexte pertinent sans toutefois en tirer de conclusion. Au moment de la rédaction de cet article, l'enquête était toujours en cours. La police et les autorités fédérales ont poursuivi l'examen des dossiers médicaux et numériques. Les membres de la famille s'étaient vus promettre un compte-rendu complet avant toute conclusion publique. Le fait que l'affaire soit restée ouverte a alimenté les spéculations et chaque délai renforçait le sentiment que des informations importantes n'avaient pas encore été divulguées. Pour les fans, la situation créait un équilibre difficile. D'un côté, une carrière extraordinaire, des décennies de divertissement, l'empreinte culturelle d'un homme qui a donné au catch professionnel une importance mondiale. D'un autre côté, les questions sans réponse qui planaient sur ces derniers jours comme une tempête qui n'a jamais vraiment éclaté. Son corps a-t-il simplement lâché après une vie de souffrance extraordinaire? Des conflits et des pressions cachées ont-ils accéléré ce qui était déjà inévitable? Une opération a-t-elle créé une fragilité à laquelle son cœur n'a pas pu survivre? Ou cet appel téléphonique 3 jours avant sa mort, révélait-il quelque chose qu'aucune enquête n'a encore pu identifier? La vérité n'a pas encore été pleinement établie. Ce qui demeure, c'est son héritage. Des fresques ornent les murs de Clearwater. Des décennies de souvenirs partagés à travers le monde. Et une histoire qui n'a pas encore livré son dernier mot. Hulk Hogan nous a quittés, mais le récit complet de ces derniers instants reste à écrire. Partagez vos impressions dans les commentaires car cette histoire continue de s'écrire.